Bienvenue à toutes et tous dans ce module de réflexion concernant l'accablement au travail. Alors c'est un thème qui m'est cher dans la mesure où j'ai été pendant 15 ans médecin du travail et où j'ai eu l'occasion de pouvoir être au chevet de cette question et donc je me permets, si vous voulez, de vous apporter une réflexion sur base de cette expérience en marc-boutant sur également des réflexions qui ont pu être réalisées d'un point de vue sociologique, anthropologique, mais surtout également philosophique, qui sera un peu la méthodologie qui va tramer l'ensemble de mon discours et de mes réflexions autour de cette question. Alors, le travail est une question qui est aussi vieille que l'humanité, en tout cas autant que la révolution agricole qui est apparue il y a une dizaine de milliers d'années, où donc l'homme s'est sédentarisé, où les tâches se sont spécialisées et où la question des corvées, je dirais, a été de manière plus aiguë, surtout dans une logique de production donc segmentisée et dans lequel des échanges commerciaux ont été particulièrement organisés à partir de cette révolution agricole. Cette révolution étant, je dirais, en contraste avec la période antérieure, qui était une période de chasseurs-cueilleurs, où certes il fallait bien sûr assurer les besoins fondamentaux, mais elle se faisait dans une certaine forme d'itinérance et où on profitait, je dirais, de la production naturelle de la nature pour pouvoir subvenir aux besoins du groupe et chacun s'y attelait, mais d'une manière tout à fait diversifiée et en fonction des lieux, des saisons auxquelles ils étaient confrontés. Dès le moment où l'homme s'est sédentarisé et a commencé à cultiver des lopins de terre, où il a fallu forcément déterminer des localisations précises, donc il y a eu une nécessité d'avoir un cadastre, donc il y a eu une nécessité également de commencer à comptabiliser les espaces, également les productions, et à partir de là aussi, chacun a dû se spécialiser pour pouvoir répondre aux différentes tâches nécessaires au travail agricole, parce que ça nécessitait un outillage de plus en plus sophistiqué pour pouvoir domestiquer non seulement la terre et ses règles et ses lois naturelles, mais également domestiquer la vie sauvage. Et donc il y a eu une spécialisation qui s'est installée assez progressivement en regard de cette révolution agricole. Et puis, eh bien, ce travail a évolué avec surtout une évolution du milieu technique qui a pris un essor considérable et depuis environ 2 siècles maintenant, cet essor technologique a une proportion tout à fait exponentielle dans la production de nouveautés et donc d'adaptation de l'humain face à ce milieu technique continuellement changeant. Mais en regard de cette évolution technique, eh bien, le travail aussi a évolué, où il a dû se spécialiser de plus en plus, il s'est également de plus en plus mécanisé et maintenant numérisé, ce qui fait que les contraintes et les charges de travail ont aussi été fameusement changées. Donc on est bien loin de l'époque où on cueillait dans la savane ou dans la jungle les fruits et autres tubercules et de se retrouver maintenant derrière un ordinateur dans un environnement de bureau, voire chez soi dans une logique de télétravail, mais avec bien souvent au travers d'une segmentation des tâches dans lequel on est passé par la mode du taylorisme, du fordisme dans le XXe siècle et encore maintenant. Donc tout ça est toujours d'application et a épuisé aussi donc le travail. Alors cette notion de pénibilité au travail, elle s'est toujours inscrite également dans une certaine forme de mythologie sociétale, puisque on en parle déjà dans la tradition judéo-chrétienne et dans la Bible, avec le fait que, comme j'en ai déjà parlé dans un précédent module, nous avons été chassés du paradis perdu, inscrivant une sorte de théorie de la chute, où nous sommes continuellement dégradés par cette faute originale et quelque part le travail fait partie également de la peine que nous devons payer au prix de la prise de liberté par rapport à la connaissance de la vie et de la mort, mais également de la question de la sexualité.
Et donc, cette trame mythologique, forcément, nous traverse encore actuellement et peut donc nous amener à avoir une certaine vision du travail, et on le voit encore d'ailleurs dans les mouvements politiques où on a encore deux bastions qui s'opposent. D'une part, on a les progressistes qui vont défendre une certaine organisation, une certaine répartition donc du travail, mais surtout des richesses de manière beaucoup plus égalitaire, là où on a une tradition plus conservatrice, où on va considérer que la répartition du travail, elle doit non pas se faire de manière je dirais, égalitaire, mais plutôt au prix d'une méritocratie liée au travail. Donc en fonction du travail, on est de plus en plus riche. Et je dirais qu'il y a une sorte de soumission à cette vision. Et donc ces deux clans, par rapport au travail, se disputent finalement la production de ce travail qui pour certains doivent être le fruit donc de la sueur que l'on a pu y exercer au travers d'une activité de travail. Mais donc je vais par la suite, donc ici c'est je dirais une esquisse, mais je vais disons un peu le détailler par les différentes dias qui vont suivre, et donc je vais préciser un petit peu cette esquisse qui vous est présentée, sans doute de manière un peu brouillonne pour le moment, mais je vais un petit peu donc la clarifier au travers d'une sorte de mind mapping qui va vous être proposé dans les différentes dias, et au travers de ce mind mapping, je vais pouvoir ainsi déterminer certaines racines sur lesquelles justement on peut réfléchir et pouvoir amener du changement, justement, en tout cas ça c'est ça l'idée, c'est la logique de donner des perspectives de changement à partir de cette analyse. Et donc nous allons d'abord commencer par le travail, bien sûr qui est donc le point central de notre réflexion. Donc ce travail va forcément se faire par un individu, qui je rappelle est une unité indivisible. Alors notion d'individu, bien sûr on pense à un individu humain, mais on peut aussi parler d'individu à titre d'être vivant, ou même également on peut parler d'individu à un niveau physique, et donc on parlera de substance par exemple, pour un peu profiler les choses tant d'un point de vue sociologique qu'également philosophique. Et cet individu humain donc, est aussi le fondement également du droit, puisque donc le droit s'adresse à des individus, donc à des personnes qui sont indivisibles, donc sur le plan donc du rapport justement entre des individus. Donc on ne peut pas diviser un individu, c'est vraiment l'unité fondamentale. Et donc pour avoir du travail, j'ai besoin d'un individu, en l'occurrence un être humain, qui va réaliser justement donc toutes sortes de choses. Et pour ce faire, il a besoin donc d'un corps, parce que un individu sans corps, il ne sait pas avoir de perception, d'une part. Donc là, je vous renvoie un peu aussi aux travaux de Merleau-Ponty. Donc le corps perceptif est un élément fondamental dans la pensée humaine. Et il est aussi un corps d'action, puisque c'est lui qui va faire des choses, l'expression corporelle, mais aussi de fabriquer ou de produire des choses, de poser des actes. C'est par l'intermédiaire du corps, et donc un travail sans corps, ça n'est pour ainsi dire pas possible. Même si on peut imaginer un travail intellectuel, il y a quand même toujours une production au bout du compte qui doit passer par le corps, même si je dois passer par des intermédiaires technologiques pour compenser quelque part certains handicaps. Alors, la notion également donc d'individu humain en tout cas, il faut également le considérer sous le signe du défaut et de la négativité.
à savoir que un individu est toujours en défaut de lui-même, donc il est toujours projeté dans un devenir. Hein. Donc nous ne sommes pas, nous existons. Et ça, c'est l'élément fondamental donc de l'approche existentialiste donc en rapport avec l'humain. Hein. Donc nous avons à prendre des responsabilités, nous avons à prendre des choix. Et ça, c'est ce qui est particulier donc chez l'individu humain. Donc c'est le fait qu'il soit en défaut de lui-même et qu'il soit donc il soit en rapport avec son propre négatif. Hein. Donc c'est-à-dire que si je suis ici, je ne suis pas ailleurs. Il y a quelque chose d'une localité et donc d'une limite qui est imposée quelque part à l'existence humaine, même si cette limite, on va vouloir la dépasser. Mais il y a en tout cas un rapport de conscience avec la question du négatif, et ça, je pense qu'on peut aussi aller du côté de la métaphysique pour aussi évoquer que la question de la négativité est un élément fondamental dans cette construction de la pensée humaine, mais bon, ça je ne vais pas le détailler ici. Alors, donc j'ai besoin d'un individu, j'ai besoin d'un corps, et ce corps, bien sûr, et cet individu est alimenté, et travaillé, et mobilisé par un désir. Hein, donc on est tendu vers un devenir, mais ce devenir, il correspond également à des manques auxquels on a pu être confronté de manière consciente, inconsciente, et qui vont amener à ce qu'on se réalise quelque part dans ce devenir, en tout cas, de vouloir se dépasser. Donc il y a une notion inévitable du désir, qui est aussi donc la trame de l'humain, qui va lui permettre quelquefois de gravir des cieux tout à fait indépassable, presque, en tout cas à un moment donné, mais ensuite on le dépasse. Donc il y a cette quête comme ça d'un toujours plus qu'on retrouve de manière assez concrète chez l'être humain. Alors, donc ça c'est un élément fondamental, et donc ce travail est aussi en rapport avec un contrat, hein, donc, qui est un concept bien sûr assez moderne. Avant, on parle plutôt d'obligation, enfin en tout cas ça c'est un terme, on va dire, occidental. Hein, les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas cette notion de contrat ni d'obligation, simplement ils se sentaient obligés d'être dans une dynamique du donner, recevoir, rendre, que Marcel Mauss a bien mis en évidence donc dans les échanges qu'il pouvait y avoir au sein des individus ou entre clans. Donc ça, ce sont des conceptions sociologiques, donc la notion donc d'obligation, mais qui, dans la forme moderne, a pris la notion de contrat. Mais ça, je le détaillerai un petit peu ultérieurement, donc dans une dias ultérieure. Pour le moment, donc, je présente les aspects généraux de mes réflexions que je vais construire autour du travail. Donc il y a une notion de contrat de travail, mais qui appelle une notion que l'on va développer donc du rapport dialectique maître-serviteur. On a parlé également maître-esclave, mais on parlera plutôt de maître-serviteur ici. Mais également de notion de soumission. Hein, donc on se soumet quelque part à une obligation. Et là aussi, donc, je détaillerai également cette notion de soumission. Le travail, c'est également aussi une production, comme je l'ai dit également dans mon introduction, une production qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit physique, hein, je veux dire toutes les productions, hein, de manière générale. Cette production, elle appelle des moyens qui sont bien sûr techniques, hein, on va utiliser des outils, y compris numériques, et également de la matière, donc la matière première qui va être utilisée pour générer ma production. J'ai également dans cette production, bien sûr une notion de valorisation, mais j'ai également besoin d'une organisation. Une organisation de cette production qui va être valorisée non seulement au niveau des objets que je vais produire, mais également une valorisation des sujets qui seront à l'œuvre dans cette production, c'est-à-dire le travailleur. Donc là on verra que ça peut prendre différentes formes. Alors le travail, c'est également, et quoi qu'on en dise, au-delà de la notion de bien-être, bien sûr que cela peut générer par cette notion de valorisation, c'est également des contraintes. Donc non seulement des contraintes de temps,
hein, puisque je dois donc y consacrer du temps, qui est bien sûr lié au contrat que j'ai signé. J'ai également des contraintes qui vont déterminer des capacités à la fois physiques et mentales. Donc, c'est-à-dire que mes capacités physiques, c'est la capacité à mobiliser des masses. Bon, là aussi, j'ai des limites. Et également des capacités mentales qui sont également limitées. Et donc là aussi, il y aura des études qui devront être réalisées pour pouvoir déterminer jusqu'où je peux aller dans mes contraintes personnelles, individuelles. Et dans les contraintes, bien sûr, il y a la notion de soumission. Hein, donc je me soumets à une autorité, à un pouvoir. On aura l'occasion d'en reparler de ces notions. Et les contraintes, elles vont aussi amener de la notion de la souffrance, souffrance qui va m'amener à me plaindre. Et donc là aussi, on évoquera aussi donc cette notion de la plainte. Et puis le travail, c'est également être en relation avec d'autres individus, et donc cet élément est aussi un élément important dans la question du bien-être au travail, qui est une valeur qui a particulièrement été développée donc depuis, je dirais, le XXe siècle, entre autres avec les différentes législations sociales et du travail qui ont été réalisées et qui ont eu pour objet justement de protéger le travailleur de risques auxquels il était soumis, et la médecine du travail y a participé, ainsi que la psychologie du travail. Mais bon, là il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais donc être en relation est aussi un élément important. Et donc nous allons un petit peu maintenant détailler les différentes branches qui alimentent cette question du travail. Bien, donc nous allons maintenant détailler les différentes racines de cette réflexion autour du travail. Donc j'ai évoqué que ce travail est également en lien avec la notion de contrat, bien que cette notion appartienne à la société moderne. Donc les sociétés de cueilleurs-chasseurs, on va dire traditionnelles, évoquaient plutôt la notion d'obligation, obligation morale au travers du triangle donner, recevoir, rendre, qui organisait les échanges entre les individus et les clans. Donc notion moderne de contrat qui implique une notion de soumission, puisque quelque part on accepte les conditions du contrat, dans lequel forcément il y a des limites qui vont être déterminées moyennant une rétribution multiple et variée. Alors cette notion de soumission, elle s'articule également sur des notions importantes qui organisent notre société, c'est-à-dire d'une part la question de l'autorité, autorité vue au sens de l'élévation, c'est-à-dire quelque chose qui structure pour élever l'individu, pour qu'il aille vers son milieu, je dirais, aristocratique, c'est-à-dire au sens il devient meilleur, donc il s'améliore quelque part au travers de l'autorité. L'autorité, elle a cette fonction d'aspiration vers une forme sublimée de nous-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'on peut s'attendre étymologiquement et même, je dirais, également philosophiquement de la notion d'autorité. Comme on parle par exemple d'autorité académique, eh bien c'est une structure qui organise l'enseignement, et l'enseignement étant là pour justement permettre de faire élever la condition humaine au travers des connaissances et des savoirs. Mais cette autorité, elle est également donc en lien avec la notion de maître et serviteur, dialectique qui a été particulièrement développée par un philosophe qui est donc Hegel, dans Phénoménologie de l'esprit. C'est lui qui en a été vraiment la figure de proue, donc où il a donc travaillé ce concept de dialectique entre maître et serviteur pour expliquer l'éclosion des consciences. Donc comment se lient ou s'opposent les consciences, et bien dans ce rapport dialectique maître-serviteur, où il y a d'une part une conscience émergente qui est un peu guerrière, qui va être la conscience maître, qui va vouloir s'imposer aux autres,
et en s'imposant à l'autre pour montrer sa toute-puissance, c'est en le tuant, mais seulement en le tuant, cette autre conscience, je ne la rends pas témoin de ma présence, et donc quelque part, je suis voué au néant. Et donc quelque part, la négociation dialectique avec l'autre, c'est justement de le rendre témoin de ma toute-puissance, entre guillemets, en le laissant vivre, mais en le soumettant quelque part à mon autorité. Et on verra aussi, derrière l'autorité, il y a aussi la question du pouvoir. Donc ça, c'est donc une conception de cette dialectique. Mais il y a eu d'autres philosophes qui se sont intéressés à la question. Il y a eu aussi Kojève également, Sartre, et Lacan également dans son livre 16 et 17, dans ses séminaires 16 et 17. On l'aborde également, cette notion maître-serviteur, dans le champ de la cybernétique, et qui a donné lieu donc justement à la notion d'intelligence artificielle, avec la notion également de carte-mère. Et donc il y a aussi donc tous ces concepts qui se trouvent donc dans ces modèles également cybernétiques. On a également Karl Marx, bien sûr, qui donc a utilisé ce concept dans son livre Le Capital pour justement déterminer la lutte des classes entre la classe bourgeoise et la classe prolétaire. Mais donc, cette dialectique de maître-serviteur donc va révéler quoi? Eh bien, d'une part, qu'au niveau du maître, c'est le lieu du jeu. C'est également le lieu de la jouissance. Jouissance étant, si vous voulez, définie plutôt dans une approche lacanienne comme la sensation que l'on peut avoir d'une attente par rapport à la réponse d'un désir, si vous voulez. Donc c'est tout à fait à distinguer de la question du plaisir. Donc c'est pas la jouissance telle qu'on peut l'entendre sur le plan sexuel, c'est vraiment une notion de rapport quelque part, donc de rapport de rapport à la question de la satisfaction, insatisfaction. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est secondaire, ce qui va être le cas du maître, puisque quelque part il va jouir de la production du serviteur, qui lui donc va être le lieu de la production de choses et de connaissances. C'est également le maître, le lieu du signifiant, qui a particulièrement été développé par Saussure, donc avec la notion de signifiant, signifié. C'est également le lieu des connaissances, qui peuvent être justement développées par justement donc une certaine forme d'ingénierie qui va être aussi pilotée par le maître. Il y a également la notion de plus-value qui se retrouve également dans le concept de maître, qu'on va retrouver, qui sera particulièrement développé donc chez Karl Marx. Et il y a aussi chez le maître donc cette prise de risque, ce qui est d'ailleurs souvent utilisé pour argumenter pourquoi les bourgeois sont riches, parce qu'ils prennent des risques au niveau commercial. C'est ce qu'on retrouve également dans la pensée également de Hegel, puisque quelque part, donc ce maître qui représentait aussi la classe guerrière, mettait leur vie en danger quelque part pour sauvegarder celle des serviteurs. Alors justement, le serviteur, lui, il sera effectivement plus du côté du travail, donc il va accepter cette soumission, mais donc au travers du travail, dont la production va profiter au maître, donc le maître va en jouir justement de son travail, dont lui, par contre, le serviteur, il peut en avoir un certain plaisir. Donc il y a une tension entre le manque, si vous voulez, par rapport au manque. J'ai faim puis je n'ai plus faim parce que je récolte par exemple des céréales. C'est également le rapport au signifié, donc dans un rapport langagier, donc là on est plutôt dans le champ de la linguistique. Également un rapport au savoir, et donc vous voyez qu'il est un peu, si vous voulez, mis en rapport avec les connaissances. Donc les connaissances, elles sont, si vous voulez, l'objet donc d'un travail, enfin pas d'un travail, mais d'une méthodologie quelque part, donc une organisation, si vous voulez, des savoirs, parce que le savoir, c'est
le savoir-être, le savoir-faire. On va prendre l'exemple du potier. Le potier, il a des savoirs qu'il a appris, on lui a transmis justement dans une certaine forme de hiérarchisation et de transmission corporatiste. Il sait tourner, il sait pétrir la terre et pouvoir en tirer un vase, tandis que les connaissances, c'est la connaissance de l'ingénieur. Par exemple, l'ingénieur, il va faire toutes sortes de calculs mathématiques, logarithmiques, tout ce qu'on veut, pour pouvoir déterminer la composition nécessaire de la terre, pour pouvoir la monter, le gabarit qu'il faut calculer, pour pouvoir la pression qu'il faut exercer. Donc c'est, si vous voulez, la distinction qu'on peut faire entre la notion de connaissance et de savoir. Le savoir, il est effectivement du côté du serviteur, celui qui est proche de la terre et proche de l'élément, tandis que les connaissances, elles, sont plus du côté donc de la méthode et plus donc du côté du maître, pour résumer. Alors, ce qui distingue justement le serviteur par rapport au maître, c'est que lui ne prend pas de risque quelque part. Hein, donc il ne prend pas de risque par rapport à sa vie. Donc il ne prend pas de risque, mais donc il se soumet au pouvoir, enfin à l'autorité du maître. C'est ça quelque part le contrat implicite qui est généré donc dans ce rapport particulier, donc une notion d'obéissance. Alors, il ne prend pas de risque, tout ça bien sûr est relatif. Il faut savoir quand même que justement dans le monde du travail, c'est singulièrement le travailleur qui prend des risques au niveau de sa santé plutôt que l'employeur. Il ne faut pas non plus se leurrer, mais il y a en tout cas de cette question-là aussi qui se retrouve donc dans cette dialectique maître-serviteur. Alors, je parlais de cette notion d'autorité, mais cette autorité, elle est aussi, si vous voulez, dans un rapport attractif, un peu comme deux planètes qui sont en gravitation mutuelle, avec la question du pouvoir. Alors, comment pourrait-on définir le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité de contraindre les esprits et les corps. Hein, c'est ce qu'a bien aussi mis en évidence Michel Foucault, hein, donc dans la notion de surveiller et punir et les notions de biopouvoir, hein, donc on contraint les corps dans la discipline ou on peut même les contraindre jusqu'à la mort. Donc il y a quand même une question de force qui est exercée dans la question du pouvoir. Pouvoir donc qui est en lien avec la notion de violence, hein, violence au sens également étymologique, la force, hein, donc il faut, la notion de contrainte, il y a une force, et cette violence, elle peut tirer justement son énergie, donc si vous voulez, de la question de l'angoisse, hein, donc qui est elle-même en lien avec la mort, puisque je dirais que de tous les êtres vivants, nous sommes les seuls à avoir conscience de notre mort, là où les autres peuvent sentir la mort, nous conscientisons notre mort. Hein, donc nous pouvons y penser tous les jours, d'une certaine manière, donc de cette notion de mortalité et qui donc peut nous angoisser. Angoisse qui est également, on pourrait le dire, en rapport également avec la notion de colère, hein, qui est aussi une force quelque part, et là je pense avoir développé dans un module précédent que je vous ai présenté, donc pour faire le lien, si vous voulez, entre les différentes présentations. Angoisse qui est également en rapport avec la notion d'être et de non-être. Donc je vous avais parlé que quelque part l'individu est confronté à la question de la négativité, ce qu'on retrouve dans le rapport également dialectique entre être et non-être. C'est que quand je dis je suis ce que je ne suis pas de l'autre, quelque part. Donc, c'est-à-dire, il y a la limite, quelque part, qui est déterminée. Cette limite, elle est nécessaire pour individualiser, quelque part, ma parole. Donc, on est en rapport avec cette négation, mais cette négation implique une notion de manque, hein, que j'ai déjà évoquée, qui constitue également le terreau de notre désir qui nous projette justement dans un devenir, quelque part, qui nous anime tout le long de notre vie pour laisser des traces, quelque part, de notre présence par rapport à une chose inéluctable et qui touche tous les êtres vivants, c'est la question de la mort. Mais cette notion d'être et de non-être implique également la question de choix.
Et donc ça veut dire, cette notion de choix, elle tourne autour de la notion de liberté, et cette prise de liberté, elle peut également nous angoisser. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous pouvons comme ça, d'un point de vue existentiel, construire une névrose, qui consiste justement donc à se mettre des lunettes pour voir d'une certaine manière la réalité telle que se présente à nous. Cette réalité, donc, on en est toujours déçu, et c'est ça finalement le lit également de notre névrose existentielle. Et donc cette question de l'angoisse en lien avec l'être et le non-être, donc cette angoisse existentielle en lien aussi avec la liberté, c'est également Kierkegaard qui justement l'a également bien développé aussi donc de ce point de vue. Alors, je parlais donc de pouvoir et d'autorité, donc celles-ci sont amalgamées, comme je vous l'ai déjà dit, donc dans une gravitation mutuelle, donc en équilibre justement, et cet équilibre, on peut l'obtenir justement par la question du droit et de la justice, qui est une notion bien sûr qui traverse toutes les sociétés, donc la notion de justice s'exerce que ce soit dans les sociétés traditionnelles ou modernes, mais dans nos sociétés modernes, elle a de caractéristiques, elle est liée à la notion d'État, qui est un concept des sociétés modernes et qu'on ne retrouve pas dans les sociétés traditionnelles, concept qui va permettre donc de faire consister notre monde, donc, en l'occurrence notre monde occidental, au travers justement d'institutions et donc d'éléments qui vont construire justement notre société moderne et va constituer la trame culturelle justement de ce monde. Et donc la question de l'État, elle a été également donc développée par justement différents philosophes. Mais il y a d'abord Platon, au travers de son livre La République, où justement il aborde cette question de l'organisation de la démocratie, qui est une expression de l'État. Il y a également Aristote, donc dans son livre donc, Les Politiques, où il évoque la question de l'État comme étant une expansion de la société naturelle qui a son fond de commerce, si je puis dire, au sein des familles. Donc finalement, l'État est un reflet donc du fonctionnement des familles, ce qui va être un petit peu mis un petit peu de côté, pour ne pas dire mis en opposition par rapport aux approches de Machiavel, donc dans son livre le Prince ou Discours sur la première décade de Tite-Live, où justement pour lui l'État, pour Machiavel, donc l'État, il est au contraire à la différence de la religion et de la famille. Il y a également Hobbes, donc dans son livre Le Léviathan, qui justement considère que l'État permet donc de contrôler les rapports entre individus, qui sont des rapports destructeurs, puisque lui a une vision un peu plutôt négative de la communauté humaine, qui vise un peu à s'autodétruire par finalement des désirs mimétiques qui s'emberlificotent, si je puis dire, l'un avec l'autre et amènent une situation explosive. Ce qu'on ressent également donc d'ailleurs dans la notion de Platon, donc dans le Phèdre, je pense, donc il évoque également cette notion en lien avec Prométhée, justement, où l'apport de la technique amène justement du chaos dans la société, parce que la technique permet l'amplification des puissances individuelles, et donc il va y avoir de l'envie, de la jalousie entre les gens, amenant justement donc du chaos et du conflit. Donc pour lui, donc la notion de dialogue politique était un élément de médiation par rapport à ces destructions individuelles. Donc je parlais d'Hobbes avec donc Léviathan. Il y a également Locke, donc qui justement considère que l'État, donc dans son second traité du gouvernement civil ou lettre sur la tolérance, eh bien donc l'État a pour fonction de protéger la liberté, l'égalité, mais également la propriété, qui est également un élément clé dans nos sociétés modernes, en tout cas certainement depuis la révolution agricole, donc depuis 10 000 ans. Alors cette notion donc de
donc de l'État, elle passe au travers de la notion de contrat social, hein, qui justement a été évoquée par également Hobbes, mais également par Rousseau, hein, donc dans la notion du contrat social, dans son livre du contrat social, où quelque part donc les individus laissent le soin à la notion de l'État de pouvoir régler justement donc les notions des libertés individuelles pour permettre qu'une cohésion sociale donc puisse se dessiner. Alors, autre élément donc lié au travail, le travail c'est une production. Donc nous allons produire des objets ou bien des savoirs, donc des connaissances. Donc c'est donc une production à la fois concrète ou intellectuelle, donc en termes d'idées, de concepts. Et donc cette production, elle s'articule autour, d'abord il faut avoir des moyens qui vont comprendre d'une part de la matière première. Ça peut être donc d'abord des concepts fondamentaux qui vont ensuite être retravaillés par des savants, mais ça peut être plus concrètement donc de la matière première venant du sol, des minéraux ou autres éléments végétaux. Donc on est en rapport avec la nature, en tout cas pour ce qui concerne la partie de la matière physique, nature avec lequel donc nous exerçons une certaine contrainte qui est d'autant plus exacerbée depuis la révolution industrielle, mais elle l'était déjà bien sûr avant, comme je vous disais, donc c'est cette question d'être chassé du paradis perdu, eh bien nous devions justement cultiver cette terre, hein, donc à la sueur de notre front pour en retirer justement les fruits quelque part de notre travail. Et donc il y a un rapport de force à cette nature auquel on doit extirper quelque part une plus-value, une production qui va permettre la survie donc de l'humain. Et c'est particulièrement aussi avec Descartes et cette notion de maître et possesseur de la nature qu'il y a eu vraiment un revirement aussi par rapport à cette nature qui, je dirais, avant l'avènement de la révolution industrielle et certainement avant l'avènement de la révolution agricole, donc là on est il y a plus de 10 000 ans, eh bien, et qu'on retrouve encore dans les sociétés traditionnelles encore maintenant, pour celles qui restent encore, c'est justement ce dialogue avec la nature, où il y a une sorte de dialogue respectueux, hein, donc avec une ritualisation dans le prélèvement que l'on peut faire de la nature. Et donc ce respect de la nature, il a été particulièrement gommé justement avec ce virage cartésien et l'usage de la science comme étant une source de pouvoir et de puissance vis-à-vis donc de la nature pour la contraindre, hein, donc pour la mettre sous le joug donc de la volonté et du désir humain, et on en voit malheureusement les conséquences actuellement avec justement le dérèglement de cette nature et du climat, mais qui finalement a des conséquences sur notre biotope, avec aussi des mises en danger de notre devenir et de notre futur en regard justement des conséquences environnementales. Alors les moyens, c'est également des éléments techniques, hein, donc technique, donc ça c'est une caractéristique bien sûr de l'humain, hein, donc c'est qu'il évolue dans un milieu technique, hein. Si au départ il y avait un milieu naturel et un milieu technique qui étaient un peu en parallèle, maintenant on est exclusivement dans un milieu technique. Il n'y a plus de milieu naturel, il n'y a plus un coin nature dans le monde qui n'est pas la conséquence finalement de la technique humaine, hein. Même si on se trouve au plein milieu de l'Amazonie, quand vous regardez le ciel, si vous pouvez le voir entre les ramures des arbres, eh bien, vous voyez passer les satellites d'Elon Musk ou bien les traînées des tuyères, des avions qui passent pour décharger les millions de touristes sur les plages des continents ensoleillés. Donc, il n'y a plus vraiment de milieu naturel, il n'y a qu'un milieu technique.
Alors, je vous expliquais donc dans la dia précédente que ce rapport à la technique, il a été aussi réfléchi par Platon, et je vous avais parlé du Phèdre, et où il parle justement du mythe de Prométhée. En fait, je me suis trompé, donc c'est pas Phèdre, mais c'est dans Protagoras, hein, où Platon donc évoque ce mythe de Prométhée, en particulier donc en 320 C et 322 D, où donc il explique justement que l'humain, sa singularité, c'est qu'il n'est expert en rien. Mais il est expert en tout, c'est-à-dire que il est vulnérable en tout, c'est-à-dire que il n'a pas, comment dire, la puissance du lion, il n'a pas la force du rhinocéros, il n'a pas la rapidité de la gazelle ou du léopard. Bon, bref, il est immature, hein, et donc cette immaturité, là, on la connaît bien, puisque lorsque l'enfant naît, si on ne s'occupe pas de lui, il meurt dans les 24 heures, à la différence d'autres êtres vivants où très vite il récupère une capacité de pouvoir se mobiliser. Il suffit de voir à la naissance justement les jeunes chevreaux ou autres animaux qui très vite peuvent acquérir de la mobilité et pouvoir aller téter le sein de leur mère, ce qui n'est pas du tout le cas de l'enfant. Si on ne l'aide pas, il va mourir. Donc il ne sait pas se réchauffer, il ne sait pas se mobiliser, il ne sait même pas aller chercher le sein de sa mère. Donc tout ça doit être assisté justement par un maternage et par une socialité qui doit être omniprésente pendant de nombreuses années pour permettre à l'humain d'acquérir des compétences qui vont l'amener à être supérieur au niveau de la pyramide des êtres vivants. Mais donc cette vulnérabilité donc de l'humain, cette immaturité, qu'on évoque d'ailleurs même la néothénie humaine, hein, donc c'est-à-dire qu'il garde cette immaturité même à l'âge adulte. Cette immaturité, donc dans le cadre du mythe de Prométhée, donc expliqué par Platon, va être compensée justement par le vol du feu, donc par Prométhée. Alors ce vol de feu donc va faire l'objet d'un grand conflit avec Zeus, avec justement le fait que Prométhée va être puni entre autres en étant lié au rocher du Caucase et subir, je dirais, une meurtrissure ou une souffrance continuelle avec la dévoration de son foie par un aigle. Ça c'est un petit peu la rétorsion, je dirais, patriarcale quelque part, donc c'est cette soumission patriarcale qui est aussi mise en scène dans le mythe de Prométhée, la question d'être sujet, hein, et du rapport à la loi. Mais seulement ce feu, donc, qui a été apporté par Prométhée, va créer donc des conflits justement entre les hommes, parce que chacun va vouloir, avec la puissance du feu, vouloir acquérir beaucoup plus de capacité de propriété. Et donc l'envie, le désir va être accentué par le feu technique. Et donc Zeus va réparer, entre guillemets, l'erreur de Prométhée, donc en introduisant le dialogue politique pour pouvoir justement amener la construction de la socialité sous forme de la cité et puis ensuite de l'État. Et donc ça c'est donc ce qui est évoqué par Platon, et donc ça c'est intéressant parce que quelque part Platon a déjà conscience qu'il y a dans la technique une potentialité justement d'accélération ou d'amplification des désirs humains avec tout ce que ça peut avoir de destructeur, et donc il y a une nécessité de construire une régulation extérieure dont le dialogue et ses différentes méthodes vont également contribuer à contenir justement ces aspects pulsionnels, si on peut aborder les choses d'un point de vue psychocorporel. Donc cette technique a nécessité donc de contenance. Donc technique, elle va se reposer sur quoi? Elle va reposer d'une part sur des savoirs, parce que donc il faut pouvoir manipuler ces outils techniques. Le savoir est une technicité en soi. Technicité qu'on peut aussi renvoyer à la notion de pharmacone, hein, donc la notion de pharmacologie que j'ai déjà aussi débattue dans un précédent module.
Et donc forcément dans la technique il y a une ambivalence, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois bien sûr apporter des choses positives à l'humanité, mais elle peut aussi être destructrice. Et donc ça implique aussi de construire une conscience quelque part de cette potentialité donc de la technique, de pouvoir en connaître les deux aspects et de pouvoir aussi la maîtriser. Et donc ça nécessite aussi des savoirs, aussi des savoir-être pour pouvoir aussi manipuler adéquatement ces techniques. Et puis ces techniques, c'est aussi bien sûr concrètement justement des machines et des outils. Alors d'abord l'outil, hein, ça a été le premier élément dans la technicité humaine, donc qui est une prolongation fonctionnelle d'un organe, hein, donc donnant ce qu'on appelle la notion d'exosomatisation, qui a été développée par Lotka, mais aussi par Bernard Stiegler, hein, comme un élément crucial justement donc dans le processus de technicité. Alors d'un point de vue historique, donc l'outil est apparu environ donc par les pierres taillées, hein, donc le silex taillé, donc il y a environ moins 2,5 millions d'années, hein, donc c'est particulièrement l'Homo habilis hein, qui en a été justement l'utilisateur. Puis il y a eu la découverte du feu donc il y a moins 800 000 années. Puis on a mis en évidence donc les pierres montées, donc par exemple des haches ou autres javelots avec donc des pierres qui étaient montées sur une structure comme le bois. Donc là il y a moins 1 million d'années. Le moulin à vent, donc là on est au 7e siècle, donc après Jésus-Christ. Alors là c'est déjà un outil un peu plus technique puisque là il y a cette notion d'engrenage, de rouage qui doit avoir été pensé pour pouvoir maîtriser la force éolienne. Donc là on est déjà dans la première prémisse de la notion de machine. Machine qui est un processus cyclique d'une fonction et qui va être mobilisé par l'énergie. Alors justement, cette disposition de l'énergie, elle a d'abord été bien sûr l'énergie humaine, hein, qui pouvait tirer des chariots. Puis ça a été bien sûr l'animal, hein, qui nous a d'ailleurs aidé pendant de nombreuses milliers d'années. Et puis il y a eu la force éolienne, bien sûr, ou la force de l'eau avec les moulins à vent, les moulins à eau. Et puis il y a eu justement la découverte d'une énergie très importante et qui a amené justement cette révolution industrielle. C'est justement le charbon, bien sûr le bois, le charbon, et puis bien sûr le pétrole qui a amené un mouvement exponentiel au niveau donc des développements technologiques et avec tout le développement sociétal qui a été lié, et en particulier aussi le développement accru du capitalisme. Donc je vous parlais donc des moulins à vent, donc 7e siècle après Jésus-Christ, machine à vapeur, hein, donc développée par Watt en 1698. Donc là, c'était vraiment le début de la révolution industrielle, la machine à vapeur, parce qu'elle va permettre justement de décupler les forces qu'on pourra mobiliser au travers de machines qui vont se complexifier donc de manière de plus en plus importante. Alors la production de travail, c'est également bien sûr une organisation. Il y a une nécessité d'organiser le travail, qui a déjà bien sûr été mis en place par l'avènement de l'artisanat et la révolution agricole. Mais cette organisation va prendre des éléments beaucoup plus importants avec la révolution industrielle. Donc là on est au début du 19e, voire du 18e siècle, hein, si on parle déjà de la machine à vapeur en 1698. Alors cette organisation, donc, elle va reposer sur l'ingénierie, et là c'est une ingénierie qui va se développer avec la révolution industrielle. Donc l'ingénierie, c'est donc une résolution de problèmes par une méthode scientifique. Avec donc alors l'ingénieur va remplacer l'artisan quelque part, qui lui avait des savoirs qui se transmettaient avec un certain corporatisme. L'ingénieur, lui va utiliser les mathématiques, les sciences, justement pour comprendre je dirais les problèmes donc de production et donc de construire et de comprendre les machines, de pouvoir en développer d'autres. Mais lui donc il va développer des connaissances. Donc c'est là que j'avais aussi fait la distinction entre savoir et connaissance. C'est que c'est un rapport à la méthode qui n'est pas le même. Donc le savoir, c'est quelque chose qui s'acquiert dans une relation singulière, là où l'ingénieur va passer par un rationalisme que sont justement les sciences exactes ou les sciences de l'ingénieur, donc par la méthode scientifique.
Donc il y a une notion un peu particulière qui est un peu différente entre la notion de connaissance de l'ingénieur et du savoir de l'artisan. Il y a aussi bien sûr dans cette organisation d'organiser l'espace et le temps. Donc là aussi, notre rapport au temps a singulièrement changé avec la révolution industrielle, puisque tout est chronométré. Là où on suivait le rythme des saisons et du temps, avec une temporalité qui était cadencée par la nature, là on a un temps qui est réglé par des mathématiques, entre guillemets, c'est-à-dire des secondes, des heures, des jours, et ainsi de suite. Donc il y a un forçage quelque part de l'horloge biologique à une horloge exacte, qui est un temps physique auquel finalement donc l'humain a été confronté. Aussi un espace, puisqu'on distingue des espaces de travail, donc vous avez des bureaux, vous avez des ateliers, donc tout ça est très segmenté. Ce qui était déjà le cas donc chez l'artisan, mais je dirais avec une certaine fluidité ou un certain aménagement singulier. Là, quelque part, les espaces sont organisés par les sciences de l'ingénieur, et ça a déteint justement aussi sur, je dirais, la pratique du travail, puisque l'artisan qui faisait sa pièce de A à Z, maintenant, on est passé par le Fordisme et le Taylorisme, avec le travail à la chaîne, qui a quelque part, pour certains, enlevé justement le savoir de l'artisan pour le confisquer sous forme de connaissance de l'ingénieur et d'être réduit à être un opérateur de production. Et il est vrai que ce Fordisme et surtout le Taylorisme a entraîné aussi un épuisement et une usure au travail dont nous voyons maintenant les effets avec justement cette notion d'épuisement au travail, d'accablement, de burn-out que l'on peut voir. C'est aussi une conséquence aussi du taylorisme du travail qui a même envahi des sphères plus intellectuelles, donc où maintenant même les ingénieurs, des médecins ou autres savants sont réduits à être des opérateurs de production, donc de répondre à des procédures et donc de ne plus donner leur patte personnelle finalement dans la production, ce qui constitue un élément particulièrement épuisant parce que l'humain il a besoin justement de laisser des traces donc dans les objets qu'il produit, dans son environnement, donc de se sentir exister, et ça c'est malheureusement camouflé ou en tout cas étouffé dans le fonctionnement de l'organisation du travail actuellement. Alors la production, c'est également bien sûr la valorisation, donc de donner une valeur justement à un objet ou à une production. La valorisation, donc, elle passe d'abord, bien sûr, par la question du prix. Le prix qui est une sorte de réduction, là aussi liée au système économique, de la question de donner une valeur aux choses. Une valeur qui est éminemment relationnelle et donc singulière. Et donc, tandis que le prix, c'est quelque chose de tout à fait... il y a un arbitraire, mais surtout, il y a une sorte d'universalité derrière la question du prix. Quand on achète une pièce 1000 € ou une autre pièce à 1000 €, ça reste toujours 1000 €. Maintenant derrière la notion des pièces qu'on achète, elles ne sont pas nécessairement les mêmes, bien sûr, mais le prix reste une sorte de négociation formelle de la valeur que l'on peut donner aux choses. Donc, ça a particulièrement été mis en évidence là aussi par l'analyse de Karl Marx et la notion de valeur d'usage et valeur d'échange. Et justement, donc, la question du prix formalisé dans notre système économique est un peu le résultat justement de détacher finalement la valeur qu'on donne à un objet pour la réduire finalement à une valeur du marché. Donc on sort un peu de la valeur que l'on donne aux choses, comme un peu, je dirais, les bijoux de famille, quelque part, qui ont une valeur propre, à dire, voilà, qu'est-ce que ça vaut sur un marché qui est une sorte de grand algorithme mathématique, économico-métrique, mais donc où il y a une sorte d'effacement, quelque part, de la singularité qu'il y a derrière l'objet. Donc l'objet devient insipide, incolore, inodore d'une certaine manière, et le prix participe également justement à cette indifférence quelque part de l'objet. Et donc derrière le prix,
et également la monnaie, il y a bien sûr l'accumulation de capital, et ça a particulièrement été justement amplifié grâce à la révolution industrielle. Alors, la notion donc de capital est aussi en lien inévitable avec la notion de propriété, qui est considérée comme sacrée. Hein. Donc, là, vous pouvez lire également les travaux, en tout cas le développement qu'en a fait Proudhon justement sur la question de la propriété, hein, donc dans ses écrits sur la propriété, qui ont été rédigés donc au XIXe siècle. Donc propriété qui a pu être justement, je dirais, développée grâce à la révolution agricole, comme je vous le disais, où donc lorsque les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés, donc ont eu leur première ferme et donc leur premier lopin de terre. Et bien forcément, quand on a des lopins de terre, il faut pouvoir justement les délimiter, hein, donc par rapport aux lopins de terre du voisin. Donc il y a une notion de cadastre. Et donc pour pouvoir faire mesurer des surfaces, il faut des calculs. Et donc c'est tout le développement des mathématiques et des calculs qui a donc été incité justement par cette sédentarisation agricole. Mais dès le moment où les gens s'installent et qu'on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, où tout le monde fait un peu n'importe quoi, enfin, selon les besoins de la communauté, on doit se spécialiser, donc une spécialisation des tâches. Cette spécialisation des tâches va aussi amener une hiérarchisation, hein, donc dans la société, avec d'une part les nobles, qui sont souvent les guerriers, puisqu'il faut quand même défendre justement la communauté vis-à-vis de la convoitise des autres groupes. Donc il y en a qui vont se spécialiser justement dans la force guerrière, et ils seront bien souvent associés à ceux à qui on va devoir donner de l'argent, puisque si guerrois ils ne savent pas cultiver, donc on va devoir imaginer un impôt. Donc là aussi, on doit calculer l'impôt, donc il faut des calculs, donc il faut, pour pouvoir garder les traces justement des propriétés et donc des impôts, il faut une écriture, et donc c'est aussi donc également l'avènement de l'écriture, hein, qui va donc apparaître plus ou moins à moins 3500 ans avant Jésus-Christ, qui est donc résultat de ce besoin de garder des traces du fonctionnement des impôts et des propriétés. Justement, à partir de cela, c'est là que va éclore la question de l'individu, hein, donc qui est indivisible au sein donc de cette société. Donc en fonction de cette hiérarchisation, donc je vous parlais donc des guerriers, mais il y avait la classe des prêtres, où là, qui s'occupait vraiment, entre guillemets, du bien-être spirituel des gens, et puis il y avait le peuple et les travailleurs. Donc cette organisation tripartite de la société, elle a souvent été retrouvée justement dans cette organisation agricole, donc qui est apparue donc il y a moins de 10 000 ans. Et donc, dans le cadre de cette organisation de l'impôt, du cadastre et donc de la traçabilité de toute cette imposition, est arrivée également la monnaie, hein, qui est apparue environ moins 1000 ans avant Jésus-Christ, hein, donc monnaie qui justement a introduit la notion d'universalité dans les échanges plutôt que d'être dans le troc, hein, donc de telle manière qu'on puisse avoir un commun dénominateur dans les échanges entre donc les individus, et justement cette universalité qui a été introduite par la monnaie va permettre de constituer des capitaux et donc de travailler la question du prix, comme je vous le disais. Donc il y a, vous voyez, donc des liens, je dirais également historiques et évolutionnistes, si je puis dire, dans l'organisation de la société telle qu'elle est actuellement. Donc elle est la résultante de finalement toute cette historique dans le développement humain, donc passant du chasseur-cueilleur à la révolution agricole et puis la révolution industrielle. Donc tous ces éléments donc ont laissé des traces et des strates dans notre géologie, si je puis dire, ou dans notre anthropologie géologique, ou de multistrates donc de notre histoire. Alors cette valorisation, donc, elle repose également sur la notion de valeur qui est
comme je disais, est en lien avec la notion de relation et de lien. Donc on donne de la valeur dans le lien. Donc c'est dans le lien affectif que l'on peut avoir avec l'autre qu'on va donner une valeur à l'autre, mais aussi une valeur aux objets qui peut justement lui être associé. Donc dans la notion d'échange que l'on peut faire, il y a une sorte d'échange également affectif qui peut aussi avoir lieu donc dans les échanges d'objets. Donc la notion d'objet transitionnel en fait également partie. J'en reparlerai un peu plus tard. Alors cette valorisation que l'on donne aux autres et aux objets, eh bien cette valorisation, elle va aussi se traduire par un statut social. Je vous parlais par exemple que dans la hiérarchisation, il y a la notion de noble, prêtre et du peuple travailleur, mais donc dans la production de travail, il y a une valorisation qui passe par un statut. Le fait d'être médecin, le fait d'être ingénieur, le fait d'être biologiste ou technicienne de surface ou cuisinier, eh bien ça nous donne un statut donc dans la société donc, qui va amener de la hiérarchisation, parce que bon, finalement, en ce qui concerne l'humain, c'est toujours cette distinction entre eux et nous. Donc on a besoin d'hiérarchiser notre société, c'est un besoin qu'on retrouve depuis la nuit des temps. Ce qui pose d'ailleurs un peu une question, est-ce qu'on peut imaginer une société où il n'y aurait pas de hiérarchisation? Moi je ne sais pas très bien comment, mais enfin bon, s'il y a quelqu'un a une solution, qu'il la propose. Mais en tout cas, humainement et historiquement, l'humain a toujours eu besoin de hiérarchiser, et donc cette hiérarchisation, elle passe aussi par justement la valorisation par le travail, mais aussi par la capitalisation qu'on peut aussi faire de ce travail. On sait qu'il y a la distinction entre les riches et les pauvres, et depuis la nuit des temps, il y a toujours eu cette distinction. On ne parvient pas encore à résoudre également cette hiérarchisation par rapport à la richesse. Parce que la notion de statut social, il est lié au groupe, parce qu'on s'identifie à des groupes. Ça aussi, c'est inévitable. On a besoin de s'identifier, je dirais, à quelque chose qui nous ressemble et qui partage notre point de vue. Il y a ce besoin, comme ça, en miroir, de rejoindre les images qui nous ressemblent, ou que nous pensons qui nous ressemblent. Et donc là aussi, la valorisation par le travail va aussi amener cette identification groupale, qui va participer aussi au fait que voilà, je suis travailleur dans un groupe social et j'en suis fier d'une certaine manière. Donc il y a une fierté du groupe social, d'appartenir à un groupe social. Bien que les choses, bien sûr, s'atténuent, donc la notion de groupe social a changé, en tout cas spécialement dans le travail, parce que autant peut-être au XXe siècle, il y avait les notions de faire partie des groupes de charpentiers, des groupes de mineurs, et il y avait une solidarité qui s'inscrivait. Maintenant, le fait de se dire faire partie d'un groupe de charpentiers ou un groupe de ceci ou un groupe de cela, c'est nettement moins fort, puisque je dirais la notion d'individu qui est apparue là aussi avec la sédentarisation agricole, a pris une ampleur beaucoup plus importante avec la révolution industrielle et toute l'autonomisation qu'elle a permise grâce à la puissance du modèle économétrique que j'ai évoqué, qui a permis aux gens justement de pouvoir beaucoup plus s'autonomiser par rapport aux autres. Donc maintenant on peut vivre seul, de manière autonome financièrement, ce qui était nettement moins évident, en tout cas dans la majorité de la population avant, parce qu'on dépendait toujours finalement de la richesse de l'autre. Maintenant, les gens peuvent être leurs propres riches, si je puis dire. Bien que les choses il y a encore des différences, bien sûr, mais ça s'est particulièrement estompé depuis quand même de nombreuses dizaines d'années. Et donc, maintenant jusqu'où, et encore, il reste encore des différences, là je l'ai déjà évoqué, et je pense qu'il y a encore du travail aussi concernant ces éléments. Alors, autre élément donc lié au travail, c'est que le travail, c'est également donc des contraintes. On a pu les voir ici et là. Donc d'abord, c'est une contrainte de temps, puisqu'on a des durées de travail, donc qui sont également déterminées par le contrat de travail. Mais cette temporalité, c'est une temporalité de la normalisation, puisqu'on passe d'une durée à un temps. Je vous avais expliqué que la temporalité du chasseur-cueilleur, d'une certaine manière, était liée
eh bien, à la nature, au temps, aux saisons, aux lieux. Donc il y a une notion d'importance de la nature à une temporalisation physique qui est déterminée par un chronomètre qui détermine justement des temps standards d'une manière générale, et c'est l'avènement de la révolution industrielle qui a vraiment amplifié ce rapport à un temps universel et standardisé. La standardisation d'ailleurs des objets est une autre conséquence de la révolution industrielle. Donc plutôt que d'avoir du fait main qui présente justement une singularité dans l'objet, eh bien on est dans des moules tout faits qui vont produire le même objet. Donc la standardisation est un autre phénomène. Standardisation qui va passer aussi par le mécanisme de synchronisation, c'est-à-dire que on synchronise toutes sortes de temps, hein, donc dans une logique également de fonctionnement à la chaîne. Synchronisation universelle qui se distingue de la diversalisation, c'est-à-dire le diversel, c'est-à-dire de pouvoir intégrer la différence. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été justement gommé aussi avec les temps modernes. Et donc la standardisation de cette industrialisation. Et donc là aussi, ça participe au gommage justement des différences et des singularités qui peuvent justement s'exprimer dans la production. Hein. Donc quelque part, le travailleur ne parvient plus non plus à laisser sa trace finalement dans l'objet. La seule trace qu'il ait, c'est la rétribution qu'on lui donne par son salaire. Mais on voit bien que c'est insuffisant. Hein. Donc jusque maintenant, dans la démonstration, on voit que finalement ce travail touche à de nombreux éléments, et c'est tous ces éléments qui ont été gommés justement par cette ruée vers l'universalisation, et ce qui a gommé donc justement la question de la singularité, et la temporalité fait partie également de ce phénomène de standardisation. Les contraintes vont aussi faire appel à une notion de capacité. Donc est-ce que je suis capable de, donc il y a une limite, capacité à la fois donc physique mais également mentale, et c'est d'ailleurs justement la médecine du travail mais également la psychologie du travail qui s'attache à essayer de déterminer ces capacités, bien qu'elles soient toujours repoussées. Hein. Autant pour une machine, on peut accepter qu'elle fasse par exemple 1000 ou 1500 pièces minutes, mais pour un humain, on va toujours essayer de lui amener des objectifs supplémentaires. Et c'est là qu'on est un peu dans une sorte de logique qui est un peu aberrante, parce que on a l'impression qu'on veut inventer une sorte de mouvement perpétuel, comme on pourrait imaginer une croissance perpétuelle, on pourrait imaginer un développement perpétuel, comme s'il n'y avait pas de limite à l'humain, qu'il n'y avait pas de plafond. Là, je pense que c'est en soi une illusion de croire que l'humain n'a pas de limite. Hein, il y a une négativité en lui, mais qu'il a tendance un peu à dénier, et je pense qu'elle est d'autant plus déniée que l'outillage technologique justement permet de dépasser de plus en plus les frontières, et c'est ça qui amène à avoir une pensée toute puissante, de se dire qu'on voilà, on peut s'autodéterminer, on peut dépasser la mort, on peut dépasser la question de la sexualité, on peut dépasser les limites du temps, de l'espace. Hein, bon, bref, il y a une sorte de toute puissance de l'humain qui peut être exprimée. Maintenant, bon, jusqu'où? Là, la question, elle est posée, et quelles conséquences? On voit déjà que le fait de pousser les limites au niveau de la nature, celle-ci se rappelle à nous, parce que justement, on dénie certains côtés quelque part de notre condition, quelque part. Hein. On regarde que ce qui nous intéresse, voilà. C'est ça le problème de l'humain, c'est que voilà, il a quand même une vision à géométrie variable, et surtout il regarde le monde avec des lunettes. Hein. Donc quelquefois il peut les retirer pour voir la réalité telle qu'elle est, mais c'est quand même plutôt difficile, quelquefois rare. Certains le font plus volontiers, mais d'une manière globale, l'humain a vraiment une difficulté de sortir de ses ornières et de ses lunettes, hein, à partir duquel donc il va observer le monde qu'il s'est construit. Voilà, donc là, la question de la capacité, bien sûr, est toujours un objet de débat.
singulièrement aussi dans un débat syndical, hein, donc de se dire, voilà, on en demande toujours de trop, le rapport de force justement entre le maître et le serviteur, hein, entre l'employeur et les employés, et la question de la capacité en fait également partie. Alors les contraintes, bien sûr, sont les obligations contractuelles qu'on a évoquées, hein. D'abord, il y a la question du temps de travail. Ben, je dois me localiser à un certain endroit, je dois rendre des comptes de ce que je fais. Ma liberté est limitée quelque part par ce contrat de travail, hein. Donc il y a une sorte de soumission quelque part qui est également liée. Donc ben, forcément, c'était aussi une contrainte. Je ne peux pas faire ce que je veux quand je suis sous contrat de travail. Donc ça limite également donc les libertés. Autre contrainte, c'est que bien sûr, toutes ces contraintes, justement, vont amener la notion de la souffrance. Subférer en latin, ça signifie, ben voilà, porter en dessous. Donc c'est le sujet qui est contraint justement à un poids, hein, le poids des obligations. Souffrance qui va bien souvent donc passer par la question de la plainte. Hein, tu sais que nous sommes dans une société où on se plaint, hein, on se plaint toujours de l'autre, on se plaint rarement de soi-même, mais on se plaint souvent de l'autre. Alors pour comment dire, Henri Maldinet, hein, qu'il développe d'ailleurs dans son livre Penser l'homme et la folie, la plainte c'est bien sûr le rapport à l'altérité, bien sûr, hein, puisqu'on se plaint toujours à quelqu'un d'autre. On se plaint pas pour soi, hein, donc on se plaint, le message est tendu vers l'autre, hein, donc il y a là c'est tout un champ relationnel qui est mis en jeu. C'est également ce qu'il dit un acte de parole, hein, donc parce que ben, forcément la plainte elle va passer par une expression, hein, donc dont la parole est bien sûr un élément important. C'est également une perte du passé puisque quelque part dans la plainte il y a une sorte d'actualisation. Voilà, je me plains, j'ai mal, et où quelque part on va d'une certaine manière se déconnecter à une certaine forme d'historicité, ou en tout cas l'historicité va avoir, je dirais, une place, je dirais, limitée, ou en tout cas observée dans une certaine forme de tunnelisation qui est déterminée par la souffrance, la souffrance singulière. Et puis la plainte, c'est également pour lui ce qu'il appelle un substitut de crise, hein, parce que bon, quelque part quand on se plaint, on est en situation de crise. Alors la notion de crisis, hein, donc en grec, c'est la notion de séparation, hein, donc séparation, on distingue le bon grain de l'ivraie, et donc il y a le bien, le mal, hein, on est un peu dans une situation quelque part où on doit choisir, hein, donc on est dans l'urgence du choix lors de la crise. C'est également, surtout au moment de la crise, un moment d'émotion. Il y a aussi une urgence émotionnelle dans laquelle la colère, justement la tristesse peuvent souvent être présentes. Mais c'est aussi un moment de révélation, puisque quelque part, la crise, elle révèle le dysfonctionnement. Donc c'est quelque chose qui, si vous voulez, fonctionnait de manière inconsciente, on n'en avait pas consciente, mais amené justement un déséquilibre qui amène une rupture, hein, donc il y a une sorte de déchirure de l'étang, comme dit Henri Maldinet, hein, donc on est dans ce qu'on appelle un événement, hein, faire événement justement, c'est d'être dans cette déchirure, c'est d'être dans ce qu'il évoque aussi dans le moment pathique, c'est-à-dire qu'on subit justement donc le monde tel qu'il se présente à nous, enfin le monde au sens où l'autre est présent dans ce monde, hein, donc on est confronté à ce monde où il doit y avoir justement un dialogue, il doit y avoir un ressenti, et ce ressenti a une pression trop forte et justement ça amène souvent une sidération. Hein. Mais donc elle implique quelque part cette crise de réagir quelque part. Et c'est bien souvent dans cette réaction que les choses peuvent bloquer. Hein. Il y a un blocage qui se présente et dans laquelle la plainte et la maladie justement peut en être quelque part une sorte de fusible, mais quelque part, c'est en cela que Maldinet parle que la plainte est un substitut de crise, parce que d'une certaine manière, quand on se plaint, ben, on n'agit pas.
Hein, donc on se plaint, voilà, je me sens mal, je ci, je ça, mais on est plutôt dans une sorte de sidération, mais où on n'avance pas, on ne réagit pas à la contrainte qui nous est imposée, et de trouver justement une solution. Donc quelque part, la plainte est un cul-de-sac quelque part sur le plan du devenir, puisqu'il nous fige dans une situation, et c'est bien souvent dans cette notion de fixation que bien souvent nous restons. Alors on est bien souvent dans une société européenne puisque voilà, il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait? On change. Enfin, on va ailleurs. Donc il y a une sorte de déplacement de la crise, enfin un déplacement du lieu de la crise, si je puis dire. Mais donc on ne change pas. Hein. Or justement, le principe de la crise, c'est de pouvoir faire comme après et pas comme avant. Or, bien souvent, les gens disent, oui, mais c'était mieux avant, donc on va essayer de revenir comme on était avant, puisqu'on était bien. Oui, mais avant, justement, la crise se préparait, puisqu'inconsciemment, il y avait déjà un déséquilibre qui était présent, donc une sorte de non-dialogue vis-à-vis du monde tel qu'il se présente à soi, mais le monde également intérieur, bien sûr, j'entends. Hein, donc, c'est pas que l'extérieur, c'est son monde intérieur, donc son histoire personnelle, ses traumas, ses blessures et autres, ses constructions, ses images de soi, qui n'ont pas fait l'objet justement d'une conscientisation et qui à un moment donné vont exploser. Et donc, nous en Europe, voilà, donc il y a cette logique un peu comme ça, on va déplacer, on va changer de localité, donc on va faire comme, et cette localité, bien souvent, on va la remettre, on va faire comme avant, donc finalement on n'a pas résolu la crise, tandis que dans la tradition orientale, la crise, hein, en chinois, elle est plutôt la traduction d'opportunité, c'est-à-dire que quelque part, la contrainte auquel on est confronté implique justement d'accepter quelque part cette contrainte, mais de pouvoir la comprendre, donc de la prendre avec, pour pouvoir justement lui donner une transformation. Donc, on prend souvent l'exemple, l'Européen qui est confronté par l'agriculteur européen qui est confronté par exemple à une terre qui est dévastée par des insectes ou bien ravagée par les aléas du temps, par une tempête, comme il ne sait plus cultiver, il va aller ailleurs pour aller cultiver une autre terre, tandis que, on va dire l'oriental, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que la tempête passe. Et ensuite, il va aller recultiver ou il va essayer de comprendre ce qui se passe justement par rapport à cet événement auquel il est confronté. Donc, il est plutôt dans une ouverture à l'événement, là où l'Européen aura plutôt tendance à être dans une fermeture à l'événement. Hein. Donc, il aura tendance à justement dénier, refouler justement et de passer à autre chose, mais sans avoir résolu justement donc l'élément qui était en question dans cet moment de crise. Alors, autre élément donc lié au travail, le travail c'est aussi être en relation, hein, puisque on travaille rarement seul, on travaille dans une organisation, comme je l'ai déjà aussi évoqué. Être en relation, donc, c'est être en relation, donc mettant en jeu la notion de lien et d'attachement, donc lien qui a plutôt été développé donc en psychanalyse, et vous pouvez lire par exemple Psychanalyse du lien de Bernard Brusset, hein, qui justement explore un peu ce champ du lien, là où l'attachement a été développé par John Bowlby, hein, qui est donc ce principe finalement fondamental où justement donc on s'attache à l'autre, de part parce que le fait justement le nouveau-né donc il est totalement dépendant, hein, donc son autonomie elle va venir progressivement de ce détachement de la dépendance, et donc tout ça peut justement présenter des difficultés ici et là et justement d'amener des agrippements plus ou moins pathologiques justement à l'autre ou bien aux objets qui sont finalement des éléments substitutifs, parce que alors la notion d'objet, on parle d'objet transitionnel qui a été développé par Winnicott, c'est-à-dire un objet, c'est-à-dire un élément de l'environnement qui est investi donc par le sujet, donc investi par l'enfant, et sur lequel donc l'enfant va projeter une partie de soi, de son état psychique,
mais il sait également que cet objet est aussi extérieur à lui. Donc il y a une sorte de jeu qui va s'installer avec cet objet, et ce jeu, quelque part, il reste aussi chez l'adulte, hein, donc sous des formes un peu différentes, mais donc quelque part, l'objet, c'est une sorte de, par exemple pour Henri Maldinet, une détermination de l'être des choses. Donc c'est-à-dire qu'un objet, ben, il est investi quelque part. Donc on porte une attention. Hein, donc c'est un morceau par exemple de caillou que l'on va investir parce qu'on va y projeter des choses. Là où une chose, hein, donc toujours pour Henri Maldinet, c'est plutôt justement une sorte de signifiance insignifiable, comme par exemple un paysage. Par exemple, ça peut être une chose parce que, si vous voulez, ben, il y a une vue d'ensemble, mais sans véritablement d'un investissement précis qui peut être fait. Maintenant, cette chose peut nous amener des sentiments, bien sûr, hein, mais il n'y a pas ce même investissement que l'on peut avoir avec la notion d'objet, mais objet qui est investi, mais qui a aussi sa propre loi, hein, puisqu'il résiste quelque part à notre manipulation. C'est aussi l'étymologie de la notion d'objet. Et Dieu sait que bah, cette notion d'objet, donc nous les investissons dans justement les produits que nous achetons et qui sont aussi le fruit de notre travail que nous avons fait, mais que nous avons des objets que nous avons fait, mais aussi des objets que les autres ont fait, hein, et pour lesquels j'ai des désirs, et pour pouvoir atteindre ces objets que je désire, ben, j'ai besoin de travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir les acheter, donc pour passer par un universel qui me permettra donc d'acquérir donc ces objets. Hein. Et donc on investit des objets, et il y a aussi une part entre guillemets de satisfaction qui passe aussi donc dans les objets, et Dieu sait que le capitalisme a bien exacerbé cet investissement dans les objets, dans cette logique consumériste, consommatrice, hein, auquel cette consommation de masse fait partie et alimente finalement tout le capitalisme et l'enrichissement qui se réalise, mais un enrichissement qui se fait au détriment d'un appauvrissement de notre milieu et aussi de notre milieu social. Hein, parce que bon, le capitalisme a aussi des conséquences sociales en regard justement des conditions de travail, mais aussi de la pauvreté qui peut aussi résulter des règles commerciales qui sont justement fortement teintées par cette logique du marché, hein, qui est le modèle du capitalisme. Donc c'est être en relation avec des objets, dont l'origine est cette notion d'objet transitionnel, donc, qui a été développée par Winnicott, comme je l'ai évoqué, mais il y a aussi, nous sommes en lien surtout avec des sujets, hein, donc tout ça donc s'inscrivant justement donc dans une localité. Hein, donc nous avons besoin donc de connaître les gens, parce que les gens, ben, ils ont une identité, ils ont une localité, ils ont un ancrage. Et ça, Dieu sait que les humains ont besoin d'un ancrage qui se révèle dans cette notion de localité. Et c'est là que, quelque part, l'organisation du travail se trompe en essayant, par exemple, de faire des bureaux impersonnels sous forme d'open space ou des choses comme ça, où quelque part on n'a pas son bureau à soi. Et ça va particulièrement être accentué maintenant avec la notion de télétravail, ou même les lieux où on peut se rassembler dans un groupe de travail, ce sera dans des bureaux impersonnels. Ça n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, en tout cas pour la construction de l'humain. Et c'est là malheureusement que ces notions sont entre guillemets gommées donc dans les développements des organisations du travail pour le moment. Alors pas nécessairement en lien avec aux besoins des humains, parce que comme je vous dis, c'est un peu en contradiction par rapport à ce qu'on peut observer et même réfléchir autour de la condition humaine, mais c'est surtout alimenté par des intérêts financiers, c'est-à-dire que bah, dès le moment où vous avez des locaux impersonnels, ça veut dire que vous pouvez réduire les surfaces, les mètres carrés de bureau, et donc bah, c'est de moins de coûts de fonctionnement. Donc voilà, donc le télétravail, ça arrange bien les entreprises, parce que justement, bah, il ne faut pas investir dans des bureaux, les gens sont chez eux, donc on ne va pas commencer à chauffer, et ainsi de suite. Mais seulement, bon, en isolant les travailleurs, justement, ben, on ne permet pas cette localisation et cette interaction qui est nécessaire, justement. Comme je disais, il y a une valorisation dans le fait de faire partie d'un groupe, et donc
la virtualité des réseaux sociaux ou des Teams et autres Zoom que l'on peut faire dans les vidéoconférences ne vont jamais compenser ce besoin justement du rapport au corps à corps et du regard quelque part. Donc quand je regarde un visage justement qui me conforte justement dans ma condition humaine, et ce n'est pas en regardant un écran que l'on va regarder un visage. Donc il y a une impersonnalisation dans le regard au travers d'un écran. C'est ça qui peut aussi expliquer que, quelque part, le harcèlement scolaire via justement les réseaux sociaux, quand vous êtes au bout d'un réseau social derrière une barrière numérique, quelque part, le regard ou la parole de l'autre n'a pas cette incarnation qui vient donner de l'humanité, quelque part, à la relation. Et donc, c'est là, justement, que notre humanité se dégrade aussi, ou s'use donc aussi dans son rapport à la numérisation. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus le négliger dans l'enthousiasme que l'on peut avoir dans la numérisation. Donc, numérisation est un pharmacone, donc il y a un côté positif, mais aussi un côté négatif, et c'est ce côté négatif qu'on a tendance à minimiser bien souvent, parce qu'on est obnubilé justement par la question du progrès, parce que ça nous donne un sentiment de toute puissance, mais seulement le problème de la toute puissance, comme je l'ai évoqué, elle est plus du côté de la jouissance, et la jouissance c'est plutôt la pulsion de mort. C'est très, très, très égoïste, la pulsion de mort. Pulsion de vie, c'est l'altérité. C'est la transmission, c'est la reproduction, c'est la transmission aux générations. Voilà, c'est de l'échange, c'est de la communion, voilà, oui, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est vivant. Voilà. Donc, tandis que d'être dans son rapport à l'ego et dans sa singularité, c'est s'enfermer dans une bulle, mais une bulle qui est étouffante. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi la considérer donc dans les réflexions que l'on peut avoir dans les développements de notre société et également dans le cadre du travail. Alors voilà, nous arrivons aux conclusions de cette présentation, ce module de réflexion autour du travail. Alors, je n'ai jamais eu comme objectif de réfléchir en termes de recettes, toutes faites à proposer aux gens pour bien vivre au travail. Je pense que ce module avait comme objectif, justement, par ce mind mapping, de pouvoir montrer un peu les différentes racines qui se trouvent derrière la question du travail, au-delà de l'étymologie qui évoque plutôt la question de la souffrance au travail. C'est que bon, la souffrance est un élément, mais il y a d'autres éléments qui sont en lien avec la notion du travail, et je pense l'avoir abordé, certes de manière non exhaustive. Mais l'idée, justement, c'est qu'à partir de ce travail, c'est de pouvoir justement travailler sur ses racines, et au travers donc d'une conscientisation. Et cette conscientisation, elle doit bien sûr être menée non seulement par les employeurs, mais également par les travailleurs. Donc, quelque part, il y a une notion de rapport, justement, qui est présent dans cette question du travail. J'ai déjà évoqué donc ce premier rapport entre le pouvoir et l'autorité qui est en jeu donc dans le travail. L'importance bien sûr du droit, mais aussi donc du dialogue, parce que dès le moment où il y a un déséquilibre entre trop de pouvoir et pas assez d'autorité, eh bien c'est là que justement s'inscrit justement donc des situations d'abus de pouvoir, de fascisation quelque part de la société, de totalitarisme. Mais comme je vous l'ai montré également, je pense, dans ma démonstration, c'est que derrière ce pouvoir, il y a la notion justement d'angoisse existentielle, d'angoisse liée à la mort, et donc tout ceci peut susciter justement des états émotionnels qui sont bien souvent inconscients et qui vont amener justement aux gens les plus fragiles, mais qui ont une volonté justement de toute puissance, qui est bien souvent d'ailleurs souvent le résultat de frustration, de traumatismes qui n'ont pas du tout été mentalisés, de vouloir accéder au pouvoir et d'imposer leur vision cauchemardesque de la vie et de leur monde à l'ensemble d'une population, et on le voit justement singulièrement
dans les personnages dictateurs, ce sont pour la plupart, pour ne pas dire tous, des gens qui ont des déséquilibres psycho-affectifs relativement importants, mais qui malheureusement donc vont le faire payer à l'ensemble de l'humanité. Donc ça, je crois que c'est un élément important aussi, que dans aussi l'organisation du travail, eh bien, on soit bien conscient justement de ces rapports pouvoir-autorité. Je pense que l'idée, c'est que dans les entreprises, on soit du côté de l'autorité, c'est-à-dire quelque chose qui permette de faire élever les gens, de pouvoir les amener à un meilleur épanouissement. Mais donc pour ça, il faut justement être conscient des enjeux et de ne pas uniquement voir les aspects financiers d'une entreprise. Certes, une entreprise n'est pas une œuvre philanthropique, sauf certaines, je pense entre autres par exemple au domaine de la santé, où là les gestionnaires, eux par contre, doivent aussi intégrer cette question de qu'on a une production qui n'est pas n'importe laquelle, c'est de produire justement de la qualité des soins, et que pour ça, uniquement la valeur financière n'est pas suffisante dans l'analyse de la situation, il faut pouvoir le travailler, et donc ça fait également partie du job. Autre rapport aussi qui doit être réfléchi, c'est le rapport entre la technique et la nature. Donc technique qui est un pharmacone, donc il y a une ambivalence qui peut être à la fois destructrice et créatrice. Mais donc il faut pouvoir en être conscient et de pouvoir mesurer, donc de pouvoir se limiter, donc là aussi dans son modèle entrepreneurial. Et ça, malheureusement, je pense qu'on ne l'entend pas assez, justement. C'est qu'on a connu certes une époque dans la révolution industrielle où on est dans une logique de croissance, de développement, où on a acquis de plus en plus de liberté. Mais maintenant, on arrive dans une ère où on doit être dans la logique du renoncement. On doit renoncer, donc ça veut dire qu'on doit être dans ce qu'on appelle en psychanalyse la castration, et ça c'est quelque chose auquel justement donc les gens ont de grosses difficultés, mais pour pouvoir justement accepter le renoncement, il faut pouvoir connaître l'amour sans qu'il ne soit destructeur, parce que l'amour, c'est aussi, il peut être ambivalent, donc il peut être à la fois un lieu de création, mais il peut aussi être un lieu d'étouffement. Donc, quand je dis amour, c'est un amour, je dirais, thérapeutique. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui nous fasse grandir. Et donc, je pense que quand certains disaient il vaut mieux cultiver l'amour que la haine, ce qui est vrai, bien que la haine ne soit que l'autre côté du miroir, mais il y a en tout cas un travail à faire autour de cette relation à l'autre, parce que c'est au travers de cette relation à l'autre qu'on donne de la valeur. On donne de la valeur aux autres, mais aussi aux choses, comme je l'ai expliqué, au travers des objets transitionnels. Et donc notre nature, eh bien, on doit lui donner quelque part une valeur positive, et pas simplement qu'une chose, quelque part, quelque chose qui soit sans vie, sans valeur intrinsèque. Un objet sans vie quelque part, que l'on peut justement bousculer, mais d'une manière destructrice. C'est un peu comme un enfant qui va casser ses objets. J'ai envie de dire que dans la logique de consommation, c'est un petit peu ça. Donc on jouit de l'objet, mais après on est insatisfait, on le jette. Mais donc on ne prend pas soin de ces objets. Donc on ne leur donne pas l'attention, et donc ça c'est une notion qui mérite justement d'être travaillée. Donc aussi en tant que consommateur, de pouvoir aussi se conscientiser de tous ces éléments, mais aussi en tant qu'employeur et producteur d'objets, c'est qu'on puisse se poser la question, oui, mais est-ce que cet objet-là n'a-t-il pas un potentiel destructeur beaucoup plus important que, entre guillemets, le bénéfice que je peux en tirer. Mais ça, c'est une réflexion auquel malheureusement très peu d'employeurs ont envie d'aller, parce que je pense qu'ils sont complètement, enfin, et toute la société, donc nous sommes complètement addicts de l'argent, et donc c'est comme quelqu'un qui est un toxicomane. La question du sevrage est quelque chose qu'on essaie toujours de repousser au lendemain. Mais on sait que la toxicomanie n'aboutit jamais à une bonne solution. Ça finit toujours mal, mais c'est vrai qu'au moment où on prend sa drogue, on a l'impression qu'on va un peu mieux, on est surtout anesthésié.
Bon voilà, on n'est pas du tout dans un processus vivant, au contraire on est dans un processus mortifère et ça je crois qu'on doit s'en conscientiser. Alors l'autre importance aussi, c'est de se projeter dans le monde. Ça, c'est aussi une difficulté dans notre société actuelle et dans laquelle, quelque part, le monde du travail est aussi aspiré. C'est que dans cette procédurisation, dans ce profilage finalement des postes de travail et des fonctions de travail, quelque part, on rend les gens indifférents. Les gens disent souvent, nous sommes des numéros dans une entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait justement du fait que les gens puissent apporter leur propre contribution personnelle dans l'organisation et dans les décisions générales d'une entreprise? Et donc, quelque part, de pouvoir y introduire plus une composante démocratique quelque part aussi dans l'organisation, bien que cette démocratie ne soit pas possible dans sa totalité, mais en tout cas que la contribution des gens soit beaucoup plus valorisée. Ça, je crois que c'est un élément important. Je pense que lorsque les gens ne parviennent pas à se projeter dans le monde, c'est-à-dire par exemple dans tout ce qui concerne justement notre vision de l'interaction entre les gens ou le rapport à la nature, c'est ça le monde, c'est une vision que l'on a du rapport au monde et aux autres. Mais si dans cette vision, j'ai le sentiment de ne pas avoir ma place, c'est clair que c'est une source d'usure, voire d'autodestruction, et je pense que les tentatives ou les réussites de suicide sont le fruit aussi de ce manque justement de projection que l'on donne dans ce monde. Et ça aussi, donc, on doit y réfléchir donc, au sein des entreprises. Autre importance qui fait partie de l'ADN de l'humain, c'est que nous avons besoin de localité et d'une temporalité humaine, c'est-à-dire que nous puissions maîtriser donc le lieu, notre espace et notre temps. Donc pour pouvoir justement construire une sorte de bulle existentielle qui permet d'être en relation avec d'autres au travers d'une identification. Croire qu'on est indifférent, que tout le monde est le même, et de rendre les gens indifférents, c'est pas ça qui va alimenter un mieux-être, un mieux vivre ensemble. Je crois qu'il faut pouvoir accepter le dialogue entre les groupes qui s'identifient, mais pour ça il faut pouvoir rentrer en dialogue. Donc c'est pas rester dans une sorte de ghettoisation ou d'enfermement dans son groupe. C'est souvent un petit peu le travers aussi lorsqu'on parle de multiculturalité, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus comment dire, de ne pas tenir compte du lieu où on est, malgré venant d'une autre culture. Donc voilà, ça c'est aussi tenir compte que un lieu c'est un lieu, voilà, c'est pas un lieu indifférent. Donc là, ça je crois que ça mériterait justement des réflexions dans le débat multiculturel, de dire qu'il n'y a pas cette notion de localité, d'ancrage local avec ses rites, ses coutumes, de croire que tout ça peut se gommer d'un revers de la main ou d'un décret ou d'une loi. Ça, je crois que ça me semble pas en tout cas observable dans l'historicité des choses. L'humain, il a besoin du temps pour changer et ce temps-là, on ne lui donne plus. Et c'est ça qui crée des situations de souffrance et de crise et toutes les conséquences que ça peut avoir. Autre élément qui résulte aussi du débat que je fais sur la multiculturalité, c'est comment construire justement le rapport à l'autre, de lui donner une place et d'amener un dialogue. Donc, comme on dit, la liberté de soi se termine quand commence celle de l'autre, mais donc ça doit être un débat, un dialogue mutuel, donc des deux côtés. Donc, toujours se poser la question, est-ce que je ne nuis pas à l'autre? Mais tout le monde doit se le dire, bien sûr. S'il n'y en a que quelques-uns qui se le disent, c'est pas les autres, forcément, le jeu ne fonctionne pas, et donc, forcément, ça mène une situation de chaos. Et enfin, je pense qu'il faut retenir du développement que j'ai fait l'importance de l'éthique de la responsabilité. Donc l'éthique, c'est donc le comportement donc à avoir vis-à-vis de soi et de l'autre. Donc il y a une notion d'action. Une éthique, elle n'est que dans l'action.
elle n'est pas que académique ou que de la pensée, il y a une nécessité d'action, donc c'est des actes qui sont posés qui vont révéler le caractère éthique des choses. Et la notion de responsabilité, elle est également fondamentale, parce que bien souvent, comme je disais aussi, dans la question de la quand on se plaint, on est un peu dans une situation de passivité où on remet toute la responsabilité à l'autre et où soi, finalement, est un peu une sorte d'immunité. Et ça, je pense que ça ne peut pas fonctionner parce que c'est pas la réalité non plus. Donc, il n'y a pas d'un côté les bons et d'un côté les mauvais. Je crois que tout le monde est pris dans une complexité qui l'amène justement à faire de mauvais choix, d'avoir une vision qui soit tronquée, qui soit surtout pris dans l'imaginaire et dans des interprétations cinématographiques qui l'amènent justement à sortir de l'évidence. Et donc, et cette responsabilité, elle est d'autant plus cruciale que l'humain n'a jamais été aussi puissant en termes techniques que maintenant. Et je crois que la réalité singulière, justement, des bouleversements géopolitiques avec ces guerres qui sont présentes ici et là, y compris même aux portes de l'Europe, avec les bouleversements, je dirais, européano-russes pour le moment, nous implique justement une responsabilité d'autant plus importante. Et je me rappelle justement de ce dialogue dans le film Superman, hein, où je pense qu'il y avait le père de Superman qui disait justement à Superman, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et ce qui est particulièrement vrai pour l'humain. Mais donc la responsabilité, ça implique aussi de rendre des comptes, mais aussi de se limiter. Or, la question, c'est de se dire où est-ce qu'on dit du non, est-ce qu'on met en place du non, de la limite, justement, dans notre fonctionnement. On n'en voit pas beaucoup, justement, dès le moment où il faut mettre des limites. On voit que les gens directement s'opposent, il y a des mécanismes de réflexe qui se mettent en place, ce qui est humain, hein, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que malheureusement, la temporalité des conséquences de notre monde technique sont complètement déphasées par rapport à notre temporalité humaine de conscientisation et de changement. Et c'est là malheureusement que la situation se crispe et devient éminemment problématique. Et donc ça amène par exemple certains philosophes, comme justement Bernard Stiegler, de dire, hein, donc la notion de bifurcation, que soit on bifurque, on ne bifurque pas, c'est-à-dire que soit on continue ou bien on va s'arrêter. Donc c'est-à-dire que la question de la possibilité d'une autodestruction humaine est tout à fait possible. Et donc voilà, on bifurque, on ne bifurque pas, donc c'est le choix auquel on est confronté. Mais ça implique effectivement une prise de responsabilité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à bientôt.